Le hurlement du vent semblait durer éternellement alors qu'il hurlait à travers la glace. Le monde devint un néant blanc changeant et impitoyable alors que la neige tourbillonnait en épais draps aveuglant au-delà de l'horizon. Mason comme personne d'autre ne pouvait entendre, Kane se pencha sur les commandes de son dameur, les dents serrées, et regarda à travers le pare-brise. « C'est stupide », murmura-t-il pour lui-même, alors que son souffle embuait le verre devant lui. Il l'essuya avec le dos de sa main gantée, mais cela ne changea rien. « Pourquoi diable est-ce que je continue à prendre ces quarts ?» se demanda-t-il. Il y avait une voix qui bourdonnait dans son oreillette alors que la radio crépitait. « Tu n'es pas encore mort, Mason, mais tu seras le premier à le savoir quand je le serai », rit son camarade Supply Runner en laissant échapper une exhalation aiguë par les narines. « La tempête est horrible, mais es-tu sûr de ne pas vouloir faire demi-tour ?» Mason gémit, « J'en suis à mi-chemin, et ce ne serait pas plus facile de faire demi-tour à travers ce paysage infernal, trop tard. » Il pensait que ce n'était pas la pire idée que la station scientifique éloignée où il se rendait survive un jour de plus sans son envoi de batteries thermiques alimentaires et de tout autre équipement de laboratoire étrange qu'ils avaient commandé cette fois-ci. Quelque chose de bleu et d'inhabituel, comme une déchirure dans la réalité elle-même, traversait le ciel tandis que des éclairs illuminaient le ciel au lieu des habituels. Même si Mason n'était pas un scientifique, il pouvait voir que quelque chose n'allait pas, alors il plissa les yeux vers le ciel, inquiet. Ces dameuses étaient enragées par la tempête. Mason se concentra sur la route devant lui alors que les chenilles crissaient sur la glace épaisse. Après tout, qu'est-ce qu'une route aurait été si ce n'était que de la glace et de la douleur? Il détestait ces quarts de nuit parce qu'ils le poussaient à commencer à parler tout seul, ce qui était un signe de fièvre des cabines ou peut-être que son cerveau fuyait lentement de ses oreilles à cause du froid. Il aurait dû prendre un poste de bureau, murmura-t-il, peut-être avec une fenêtre donnant sur des palmiers et un joli bureau chaud avec du café. Au lieu de cela, il était dans une tempête sur le plateau, livrant des collations à un groupe de nerds en parka. Il vérifia son GPS, qui était à peine plus utile que de lancer une fléchette sur une carte les yeux fermés. Il était presque arrivé à la station quand il remarqua quelque chose de sombre contre la neige sans fin. Mason fronça les sourcils et ralentit, c'était difficile à distinguer mais la forme était étrange, pas les débris habituels, pas un morceau de roche ou un capteur tombé d'un des drones de recherche. Il alluma les phares puissants, essayant de percer le blizzard tourbillonnant, la forme devint plus claire. Une personne ligotée à moitié enfouie dans la neige immobile. Le cœur de Mason se serra, il coupa le moteur et attrapa sa couverture thermique en ouvrant la porte. Le froid le frappa comme une chose vivante perçant son costume isolant alors qu'il trébuchait vers la silhouette et aplaté. Sans réponse il tomba à genoux en balayant la neige, ses doigts engourdis même à travers les gants épais. La personne, non, la femme était gelée raide, sa peau presque trop sombre pour être réelle, d'un bleu iridescent profond changeant subtilement même dans la faible lumière. Ce n'était pas normal. Mason se figea. « Oh bon sang, s'il te plaît, ne sois pas morte », murmura-t-il en pressant deux doigts contre son cou. Sa peau était froide mais il y avait un pouls faible mais présent. Mason laissa échapper un souffle qu'il ne réalisait pas qu'il retenait. « Super, tu es vivante », il jeta un coup d'œil autour de lui, ce qui est une excellente nouvelle parce que je n'aurais eu aucune idée d'où t'enterrer. Il la souleva avec précaution, grimaçant de la légèreté de son corps trop léger pour un humain. Ses longs cheveux emmêlés et gelés tombaient sur son bras. Elle n'était pas habillée pour ce temps. Ses vêtements semblait fin, presque collant, comme s'il n'était pas du tout conçu pour l'isolation, ce qui signifiait qu'elle n'avait pas prévu d'être ici. Mason SW a pris la question au sérieux et s'est installé dans Alien. Elle était en train de geler, alors il murmura, « Je suppose que j'ai un nouveau problème maintenant », en la déplaçant dans ses bras. Alors qu'il vérifiait les signes vitaux de la femme, Mason alluma le chauffage du dameuse et enleva un gant. Il lui a enroulé la couverture de survie autour d'elle, mais elle ne frissait pas, ce qui était terrible car si on cessait de frissonner, cela signifiait que la température de son corps était en train de chuter. « Allez, » murmura-t-il, « ne meurs pas. Je viens à peine de te rencontrer, et ce serait vraiment gênant si tu mourais maintenant. » Les paupières de la femme papillonnèrent, et un souffle silencieux s'échappa de ses lèvres, à peine perceptible dans la lumière tamisée de l'intérieur, et elle bougea. La main de Mason tressaillit puis agrippa sa manche avec une vigueur inattendue, faillit le faire bondir de son siège. Ses yeux s'ouvrirent alors. Quand Mason le regarda à nouveau, son front se plissa, ses lèvres s'ouvrirent, et elle murmura quelque chose d'étrange, une langue qui semblait trop fluide, trop complexe, pleine de voyelles qui s'étiraient et de consonnes qui claquaient comme des échos lointains.
Ses iris étaient argentés, mais pas seulement argentés, se déplaçant et se déformant comme de minuscules étoiles prises dans une marée impossible. Oh, Mason dit en clignant des yeux, d'accord, tu es réveillé, c'est bien, génial même, bien qu'elle ait fait glisser son regard autour de la petite cabane. Son froncement de sourcils s'intensifia alors qu'elle examinait son visage comme si elle tentait de le déchiffrer, puis elle parla de manière hésitante et prudente. Mason se racla la gorge et te jeta un coup d'œil. Tu parles anglais. Elle a hésité, puis l'a répété. Mason laissa échapper un soupir aigu, ce qui a du sens. Je ne pensais pas que tu étais à moitié. Il attrapa un thermos pendant qu'elle était figée dans la neige et ouvrit le couvercle, lui offrant une boisson qui n'était pas très bonne mais qui aiderait. Elle regarda le thermos comme s'il s'agissait d'un objet étrange, et ses doigts tremblèrent en l'enroulant autour. Quand elle prit une gorgée, elle grimaça. Oui, bienvenue dans le monde du mauvais café, Mason renifla. Elle lui fit un clin d'œil. Sans parler du café horrible, il se laissa aller en arrière et s'essuya le visage. D'accord. Elle le regarda et murmura, apprentissage, très soigneusement. Dame Mystère, vous avez des explications à donner. Mason fronça les sourcils en apprenant qu'elle avait hoché la tête une fois rapidement. Il se frotta les tempes et dit, oh, c'est incroyable. Tu n'es pas seulement un extraterrestre, mais un extraterrestre intelligent. Il secoua la tête en disant, c'est tellement au-dessus de ma paye. Mason n'était pas content de ça, mais son passager inattendu était vivant et au moins semi-conscient, ce qui signifiait qu'il n'avait pas juste sauvé un cadavre gelé, c'était une victoire solide à ses yeux et elle souriait pour la première fois après avoir pris une autre gorgée lente de café. Je n'avais aucune idée de ce dans quoi il venait de se mettre, le vent hurlant à l'extérieur et faisant vibrer la structure de la dameuse comme une bête affamée essayant de se frayer un chemin dans la tempête de neige qui ne montrait aucun signe de relâche. Les doigts serrés autour du thermos comme s'il absorbait sa chaleur, Mason observa la femme étrange prendre une autre gorgée de café à son aise tout en s'appuyant contre le siège. Sa peau semblait mieux en conséquence. Ses longs cheveux gelés commençaient à dégeler, et des mèches coulaient sur ses épaules d'une manière qui la faisait presque paraître normale. Ses yeux étaient toujours noirs, mais ils n'étaient plus de cette terrible couleur bleu glacé d'avant. Les iris argentés se déplaçaient comme de petites galaxies prises dans une marée invisible, pas comme des yeux humains, malgré les meilleurs efforts de Mason pour éviter de les fixer. S'il n'avait pas déjà commencé à douter de sa santé mentale, il aurait peut-être déclaré les étoiles magnifiques, mais à la place, il soupira, d'accord, South, puisque ni l'un ni l'autre ne va mourir tout de suite, peut-être devrions-nous faire toute la présentation. Elle inclina légèrement la tête, comme si elle essayait de comprendre ce qu'il avait dit. Je suis Mason, se dit Mason. Mason Kane, le gars des fournitures pour ce désert glacé, tapota sa poitrine, et elle clignait des yeux la plupart du temps. Mason soupira, d'accord, c'est ton tour. La femme marqua une pause, puis murmura, Césari. Mason hocha lentement la tête. Césari, c'est un nom cool, mais ça sonne plus comme une marque de parfum haut de gamme, grogna-t-elle. Tu te souviens de la longue histoire? Mason agita la main. Qu'est-ce que tu fous dehors? Ce n'est pas que je n'aime pas découvrir des extraterrestres presque congelés au hasard en pleine tempête de neige, mais le contexte aide. Césari prit une profonde inspiration, puis mit une main sur sa poitrine. Les sourcils de Mason se levèrent, et elle hocha la tête. Navire endommagé. Mason expira par le nez et dit, oh, c'est génial. Il espérait quelque chose du genre, oh, je me suis perdu lors d'une paisible randonnée intergalactique, mais non, apparemment elle s'était écrasée, ce qui signifiait qu'il y avait une épave quelque part à proximité, ce qui signifiait que quelqu'un d'autre pourrait venir la chercher. Mason se frotta les tempes. Césari fronça les sourcils comme si elle était encore en train de déchiffrer la langue elle dans sa tête, puis elle hocha la tête et dit, tu pilotais ton machin et tu as eu un accident, et maintenant tu es coincé au milieu de l'Arctique. Mason soupira profondément. Le dameuse frissonna alors qu'il regardait par la fenêtre, mais tout ce qu'il voyait, c'était du blanc tourbillonnant et le vent hurlant comme un loup affamé. Césari l'observa silencieusement pendant un moment avant de demander prudemment votre aide. Mason gémit, ouais, contre mon meilleur jugement. Césari l'observait alors qu'un éclat passait derrière ses yeux célestes.
Il lui fallut un moment pour réaliser que c'était du soulagement, ce qui n'avait aucun sens étant donné qu'elle ne le connaissait même pas, mais pour une raison quelconque, ce mot « aide » lui semblait être un test. Mason soupire et secoue la tête, en disant « Ne me regarde pas comme ça, s'il te plaît. Essaie juste de ne pas me le faire regretter. » Après avoir hoché la tête d'un air sombre, elle fit une grimace et prit une autre gorgée de café avant de poser le thermos et de murmurer « C'est horrible. » Mason ricana, oui, bienvenue sur Terre. Au moment où la tempête s'est calmée, Césari avait retrouvé suffisamment de force pour se redresser et ses mouvements n'étaient plus lents. La couverture de survie était toujours enroulée autour d'elle, mais il semblait que Mason avait survécu au pire du froid. Il continua, je dois demander à propos de l'accident, est-ce que c'était un accident ou c'était comme un non-accident, car il avait encore une centaine de questions qui bourdonnaient dans sa tête. Césari fit une pause, puis parla trop lentement, ce n'est pas un accident. Cela ressemble à une mauvaise nouvelle, dit Mason en plissant les yeux. Quand le vaisseau a été attaqué, Césari a serré les lèvres. Mason poussa un soupir et passa une main sur son visage. Bien sûr que c'était le cas, et il ne comprenait pas pourquoi il avait espéré quelque chose de moins. L'univers était plein de terribles absurdités, et sa chance était mauvaise, donc il était clair qu'il ne s'était pas simplement retrouvé par hasard face à un voyageur extraterrestre perdu, non, elle avait été tirée du stupide ciel. Césari se déplaça légèrement, le regardant, et pensa, « Tu as peur, Mason ?» Il aurait définitivement dû s'inquiéter qu'un problème intergalactique venait d'arriver chez lui, et la réaction évidente aurait été de s'inquiéter, mais il était tout simplement trop épuisé pour cela. Ne vous méprenez pas, dit Mason. Eh bien, toute cette affaire est absurde, mais j'ai eu des emplois encore plus bizarres jusqu'à présent. Césari lui lança un regard étrange et douteux. Je travaillais dans une station-service, Mason sourit. Le matin, Césari inclina la tête, l'examinant comme une nouvelle espèce étrange, puis, après une longue pause, elle ajouta, les humains sont bizarres. Oui, croyez-moi, c'est bien pire que ça. Il n'y a rien de plus effrayant que des clients ivres à 3 heures. Mason renifla. Oui, on nous le dit souvent. Le soleil commençait à peine à se lever, projetant une lueur pâle et faible sur le terrain glacé. La tempête s'était enfin calmée, laissant le monde étrangement silencieux. Mason éteignit le moteur et étira ses articulations, et tout allait bien. Si rien de bizarre ne se produit, le trajet jusqu'à mon avant-poste ne devrait pas prendre plus d'1 heure. Césari hocha la tête et sembla plus vigilante, ses yeux argentés balayant l'horizon comme si quelque chose pouvait soudainement surgir de la neige. Mason engagea le traîneau et ils commencèrent à avancer. Césari le regarda et répéta, « Tu aides », comme si elle essayait encore de tester les mots. Césari resta silencieuse un moment avant que Mason ne hausse les épaules, « Ouais, c'est un peu une mauvaise habitude chez moi. » Elle remercia Mason, mais il s'arrêta un instant puis sourit. « Ne me remercie pas encore, dit-elle, parce que tu n'as pas rencontré les gars avec qui je travaille. » Césari grimaça, car ils vont perdre la tête dès qu'ils te verront. Le poste avancé apparaissait comme une relique oubliée du horizon gelé, avec sa construction en métal terne, ses pieds à moitié enfouis, sa collection de bâtiments en dôme, ses antennes clignotantes, et une seule plateforme d'atterrissage maintenant recouverte d'une épaisse couche de givre. Mason essaya d'ignorer la complexité ridicule de ce qui allait se passer alors qu'il guidait le véhicule sur chenille vers le garage. Il avait déjà dû gérer ces gens qui se disputaient à propos des marques de café, alors maintenant il faisait entrer un véritable extraterrestre dans le bâtiment. Cela allait être divertissant. Avec des yeux prudents et analytiques, Césari observait The Outpost depuis le siège passager. Elle était maintenant complètement éveillée, et Mason pouvait voir qu'elle faisait des calculs. Combien de sorties et de bâtiments étaient des angles morts? Assurez-vous simplement que votre espèce n'explose pas lorsqu'elle est exposée à un café terrible et à de mauvaises blagues, dit Mason en tambourinant des doigts sur le tableau de bord. Si c'est quelque chose que je dois savoir avant d'entrer, Césari cligna des yeux en le regardant exploser. Mason sourit et dit, ouais, boum, du bazar partout. Elle le regarda d'un air vide avant de secouer lentement la tête d'un air détaché. Ça aurait été gênant, ajouta Mason. Tu fais beaucoup de blagues, soupira Césari, donc c'est une méthode de coping. Elle ne semblait pas convaincue, mais Hugh s'y était habitué. Mason coupa le moteur et fit entrer le dameuse dans le garage.
Il expira et se prépara. D'accord, nouvelle règle, ne parle pas tant que je ne dis pas que c'est sûr. Césari fronça les sourcils, pourquoi? Parce que les gars à l'intérieur penseront soit que j'ai perdu la tête, soit qu'ils essaieront de te piquer avec quelque chose de scientifique, et je n'ai pas la patience d'expliquer pourquoi ce serait une très mauvaise idée. Césari plissa les yeux argentés, mais elle souligna également que l'intérieur du poste avancé mesurait des pieds de long une fois que Mason défit son harnais. Même Mason trouva la guerre choquante après des heures de froid. Il conduisit Césari à travers les couloirs faiblement éclairés, essayant d'éviter les zones communes où les scientifiques se regroupaient généralement comme des zombies sous l'emprise de la caféine. Tout se passait bien jusqu'à ce que quelqu'un appelle Mason, apparemment convoqué par le cosmos uniquement pour l'irriter. Naturellement, Mason se retourna immédiatement, se préparant mentalement à la catastrophe, et gémit à voix basse. « Salut, comment ça va, Bergstrom ?» Il était bâti comme un bûcheron, avec des épaules larges et une barbe de plusieurs jours, mais en ce moment, il avait juste l'herbe et suspect. Berg demanda, les bras croisés, et ses yeux se tournèrent vers Césari, mais Mason avait tiré sa capuche juste à temps, ombrageant la plupart de son visage alors qu'il était pris dans la tempête. Le collègue de Mason, un coureur de fournitures, un sceptique professionnel et un vrai casse-pied, s'approcha d'eux avec un sourcil levé. Le typique Berg plissa les yeux et remarqua, vous savez comment c'est, les blizzards, les engelures, le désespoir existentiel. Qui est ce nouveau recrue Mason Shrughed? Quand est-ce qu'on reçoit des recrues? Les sourcils de Berg se levèrent. Puisque les supérieurs de la semaine dernière avaient déclaré que nous avions besoin de nouveaux éléments, quelque chose à propos de la diversité ou de s'assurer que nous ne disions pas tous la même chose ici, Mason posa une main sur l'épaule de Berg et sourit. Tu n'étais pas à la réunion, n'est-ce pas? Berg fronça les sourcils, mais Mason lui fit un hochement de tête faux et empathique. C'est terrible que tu aies raté chaque diapositive PowerPoint. Berg jeta un autre regard à Césari, elle ne semble pas être une scientifique. Mason sourit, et toi aussi, mon ami. Berg grogna assez. Avant que Berg ne puisse poser d'autres questions, Mason poussa César en avant. De toute façon, nous devons la mettre à l'aise pour que nous puissions discuter plus tard. Berg a dit quelque chose, mais cela ne les a pas arrêtés. Alors qu'il tournait un coin, Césari regarda Mason et murmura, « Tu l'as bien fait » et Mason sourit. « C'était beaucoup trop près » dit-elle. C'est ce qu'on appelle « penser rapidement ». Salutation de l'humanité pour la première fois depuis des heures, Césari se détendit enfin lorsque Mason le conduisit à son logement, qui était essentiellement un placard glorifié avec un lit. Il ferma la porte derrière eux et s'y adossa en observant le petit espace, le tas d'emballages de collation vide et l'enchevêtrement de vêtements. La cafetière vintage qui semblait appartenir à un musée dédié au mauvais choix Mason lui a donné une expression désintéressée, en disant « Écoute, tout le monde n'a pas de vaisseau spatiaux sophistiqué. » Elle plissa le nez, « C'est chez toi. » Mon vaisseau est cassé, dit Césari en croisant les bras. Mason sourit, « Ouais. Mon chauffage aussi, alors elle se plaignit aussi. » Prudemment perché au bord de son lit, « Et maintenant quoi? Maintenant, on va trouver comment te sortir de ce trou avant que quelqu'un ne réalise que tu n'es pas sur la liste de paix, dit Mason en se frottant la mâchoire. Césari inclina la tête, et dans le pire des cas, ils paniquèrent, commencèrent à prendre une tonne de notes, et très probablement te posèrent beaucoup de questions intrusives s'ils voyaient Mason tressaillir. Césari fronça les sourcils au pire scénario. Mason soupire, ne considérons pas qu'elle l'a observé pendant une période considérable. Pourquoi m'aider? Murmura-t-elle doucement. Mason cligna des yeux, admettant que c'était une question à double sens. Je suppose que je ne suis tout simplement pas doué pour garder mes affaires en ordre. Césari l'observa attentivement, puis elle sourit pour la première fois. Mason lui fit un geste, en disant, tu vois, c'est un truc humain de sourire quand on est probablement foutu. Césari a ri doucement, bien que ce fût étrange de voir de vraies personnes. Oui, Mason sourit, mais tu es coincé avec moi maintenant, alors adapte-toi. Césari relâcha son souffle, alors je vais essayer. Mason n'avait aucune idée de ce à quoi il venait de s'engager, mais en défiant la raison, sa fille ne le regrettait pas. Mason avait appris à naviguer dans 3 choses dans l'Arctique ces dernières années. Neige sans fin, recherche douteuse et individus à qui on ne devrait pas confier des technologies de pointe.
La présence de Césari ajoutait un quatrième problème, elle s'assurait que personne ne découvre qu'il cachait un extraterrestre dans son placard. Ce n'est pas qu'elle ait facilité les choses, elle a passé la matinée à fouiller tout dans sa chambre avec une curiosité qui aurait dû être illégale. Elle a d'abord failli casser sa cafetière en appuyant sur tous les boutons en même temps, puis elle a interrogé sa radio sur les raisons pour lesquelles elle ne produisait que des bruits confus. Des bruits insignifiants. Elle tenait un tournevis à l'envers et le regardait comme s'il détenait les secrets de l'univers, après que Mason ait dû préciser que la statique n'était pas un signe que la machine était vivante. Mason se frotta les tempes et gémit. « Que fais-tu » Césari le regarda et dit « Votre espèce a des outils bizarres. » Mason désigna le tournevis et dit « Oui, tu le tiens mal. » Elle fronça les sourcils en le tournant dans ses mains, disant « Je ne comprends pas sa fonction, il visse les choses. » Césari haussait un sourcil, ce qui est significatif. Mason croisa les bras et dit « Ouais, sans tournevis, nous vivrions tous dans des meubles branlants et qui s'effondrent. » Elle trouva cela étrange. « Oui, » Mason renifla. « Bienvenue sur Terre. » Lorsque l'heure du déjeuner arriva, Mason se rendit compte qu'il devait trouver une solution avant que les gens ne commencent à poser des questions. Il ne pouvait tout simplement pas garder Césari enfermé dans sa chambre, ce qui signifiait qu'il devait l'introduire auprès du reste du poste sans déclencher une panique générale. Il soupira, réalisant que c'était une mauvaise idée, mais il n'avait pas d'autre choix. La salle principale du poste avancé était un fouillis de projets scientifiques douteux, de nourriture à moitié mangée et de personnes qui semblaient ne pas avoir vu le soleil depuis des mois. Mason suivit Césari dans la salle commune, se préparant à l'impact. Pendant que Bergstrom était assis dans le coin à boire quelque chose de très probablement illégal et que certains des assistants de laboratoire jouaient au poker en utilisant mes grains de café plutôt que des jetons, le Dr Owens, leur chercheur principal, se disputait avec deux des ingénieurs au sujet d'un cœur de puissance cassé. La pièce se figea lorsque Mason se racla la gorge, puis, comme si un interrupteur avait été actionné, tout le monde commença à parler en même temps. Nouvelle recrue, nous avons de nouveaux individus, et personne ne me dit rien. Mason a dû sourire. Je comprends que c'est surprenant, mais essayez de ne pas trop vous exciter. Owens le regarda avec suspicion. Quel est son nom ? Mason n'a presque pas hésité. Les yeux d'Owens se plissèrent. Mason toussa, mais ce n'était que Césari. Quel X a-t-elle fait Owens ? Elle croisa les bras. Mason regarda Césari en espérant qu'elle ne dirait pas quelque chose comme « faire s'écraser des vaisseaux spatiaux extraterrestres dans des terres gelées ». À son grand étonnement, Césari dit « J'étudie le comportement humain élevé » en redressant sa posture. Mason cligna des yeux. Le sourcil d'Owens se leva. En tant qu'anthropologue, tu César hocha la tête, et Mason dut se mordre la langue pour contenir son rire. Owens ne semblait pas convaincu, espérons que tu sois utile. La tête de Sisori s'inclina. D'écrire utile Mason s'étouffa avec son café. Owens a simplement levé les yeux au ciel et est retourné à son argument avec les ingénieurs. Mason exhala, ça aurait pu être pire. Césari le regarda, ses yeux argentés brillant de quelque chose qui pouvait être de l'amusement. Ai-je bien fait ? Mason éclata de rire. Oui, tu es officiellement l'une des nôtres. Césari sourit. Je ne suis pas sûr que ce soit un compliment. Mason sourit, fais-moi confiance, nous non plus. Le reste de la journée s'est passé sans trop de désastres. À la grande soulagement de Mason, Césari n'attira pas trop l'attention sur elle. Elle garda ses réponses courtes, évita tout ce qui était trop compliqué et observait les humains autour d'elle comme s'ils faisaient partie d'une étrange expérience. Mason l'a surprise en train de fixer une machine à café pendant 10 minutes entières, comme si elle s'attendait à ce qu'elle révèle une grande vérité universelle. Quand il lui a demandé ce qu'elle faisait, elle a simplement répondu « J'essaie de comprendre la relation malsaine de votre espèce avec la caféine ». Mason n'avait pas de réponse à cela. Au crépuscule, Césari s'était installée dans la chambre de Mason comme si elle y avait toujours appartenu, ce qui était honnêtement un peu terrifiant. Mason s'assit sur son lit en repassant tout ce qui s'était passé au cours des dernières 24 heures. Il avait trouvé un extraterrestre dans la neige, elle avait failli geler à mort, maintenant elle se faisait passer pour une humaine et buvait du mauvais café. Mason soupira, que diable était sa vie en ce moment ? Maintenant,
Césari le regardait de l'autre côté de la pièce, son expression indéchiffrable. Tu es troublé. Mason soupira, ouais, on pourrait dire ça. Elle inclina la tête, est-ce que ça t'aiderait si je partais? Mason cligna des yeux, quoi? Ce n'est pas ce que je... Il exhala, écoute, je ne sais juste pas ce qui se passe ensuite. Césari l'observa pendant un long moment, puis doucement, elle dit, moi non plus. Elle a dit moi non plus. Mason a ri en secouant la tête, super, nous sommes tous les deux perdus, ça va bien se passer. Césari lui a adressé un petit sourire complice, contre toute logique, Mason l'a cru. Mason avait toujours pensé que sa vie se terminerait de manière insignifiante, peut-être un accident de tempête de neige ou un pari mal avisé avec Bergstrom impliquant trop d'alcool et pas assez de bon sens. Il ne s'était pas attendu à ce que cela se termine par une chasse-poursuite avec des extraterrestres à travers l'Arctique. Le vent hurlait alors qu'il enfonçait la pédale d'accélérateur de la motoneige, le moteur hurlant de protestation derrière eux. Le vaisseau noir fendait la tempête comme un requin, sa forme prédateur élancée à peine visible dans le blanc tourbillonnant. Mason grimaça. Très bien, nouvelle règle, plus de ramassage de femmes mystérieuses sur la glace. Césari, s'appuyant contre le siège, lui lança un regard. Préférerais-tu que je sois morte? Mason expira par le nez. Je veux dire, je pense qu'il y avait d'autres options entre mourir seul dans la neige et m'entraîner dans un complot de meurtre interstellaire. Césari ne discuta pas, le vaisseau derrière eux se rapprochait, son ombre s'étirant à travers la tempête. Mason pouvait voir la lueur faible des armes énergétiques se réchauffer sous sa coque. Ah merde, il tourna brusquement le volant à droite, envoyant le motoneige dans une glissade sauvage sur la glace. La seconde suivante, un plasma blast déchira le sol à l'endroit où il venait de se trouver, laissant un cratère fumant dans la neige. Césari lui attrapa le bras, ils ne veulent pas me prendre vivant. Mason laissa échapper un rire sec, fantastique, ça fait deux de nous. Les yeux argentés de Césari scintillèrent de quelque chose de complexe. Mason n'avait pas le temps de comprendre ce que c'était devant eux. Une ravine déchiquetée traversait la glace, une chute trop profonde pour survivre, la prise de Mason sur les commandes. Saisis fermement les mains de Césari alors qu'elle s'enroule autour du tableau de bord et s'accroche à ta peur existentielle. Quand le dameuse a tangué sur le côté, frôlant le bord du précipice, Mason a tiré sur le frein d'urgence. Sans hésitation, il ouvrit la porte et attrapa le poignet de César, lui donnant le temps de courir. Ils se sont élancés. Sur une échelle de légèrement inquiétant à il faudrait crier, le visage de César se détériorait en regardant le vaisseau planant de manière menaçante dans la tempête derrière eux, son train d'atterrissage se déployant, et quiconque se trouvait à l'intérieur émergeait. Mason est excellent. Juste pour être sûr, ils arrivèrent à l'épave du navire de Césari juste au moment où la tempête passait brièvement, révélant son corps brisé et déchiqueté partiellement recouvert de glace. Sa coque était carbonisée par l'attaque, et Césari se précipita vers un morceau de panneaux exposés, ses doigts se déplaçant rapidement pour ouvrir un étuvert à l'intérieur. Mason remarqua un enchevêtrement de panneaux étranges et de circuits d'éclairage. Quelque chose bourdonnant d'électricité qui semblait être un cœur de puissance. Césari lui lança un regard plat, et Mason croisa les bras. Pourriez-vous avoir l'amabilité de me dire s'il y a un grand bouton rouge qui dit « Réparer tout » ? Votre espèce semble avoir une étrange fixation sur les boutons rouges. Mason haussait les épaules, eh bien, ils font généralement quelque chose d'intéressant. Césari l'ignora. Elle détourna son attention vers un petit console et remarqua « Je peux lancer un signal de détresse, mais seulement si je... » De derrière eux, une voix forte se fit entendre. Césari Mason se tourna lentement pour voir une personne grande, armurée et furieuse émerger du vaisseau spatial noir. Sa peau avait la même teinte irisée profonde que celle de César, mais quelque chose de plus froid brûlait dans ses yeux. Mason soupire, oh, super. Les mains de César se serrèrent en poing parce que cette journée n'était pas aussi terrible qu'elle l'était. Voss, le général Mason cligna des yeux et dit, attendez, général. Ça se passe super bien. Nous avons fait des ennemis avec l'armée spatiale. Les yeux du patron se tournèrent vers Mason, qui était cette chose. Mason leva une main. Bonjour, livreur de collation Mason Kane, résident Voss à peine lui jeta un coup d'œil. Césari, on t'a dit de te taire, et te voilà, un traître et un fugitif. Tu n'as pas bronché,
et je suis toujours en vie, ce qui est plus que ce que tu voulais. Mason fronça les sourcils. Je n'ai pas l'intention d'interrompre votre affrontement spatial dramatique, mais qu'est-ce qu'elle a fait exactement? Ses yeux argentés brillaient alors qu'elle apprenait quelque chose qu'elle n'était pas censée savoir. Mason se tourna vers Césari. Si tu veux expliquer cela, elle hésita une fraction de seconde avant que Mason ne réalise qu'elle n'était pas n'importe quel pilote, en fait, elle s'était échappée de quelque chose de plus grand. Voss avança lentement, levantant une main et une arme s'alluma dans sa paume. Mason savait que c'était de mauvais augure même s'il ne le reconnaissait pas. Mason grogna, il a évidemment un pistolet spatial. Césari bougea trop rapidement, tirant Mason à l'abri et frappant une main sur la douleur atténuée en un instant. Un phare Mason n'eut guère le temps de le remarquer alors que César crachait un rayon de lumière scintillant tandis que la console brillait, envoyant une impulsion d'énergie dans le visage assombri du patron du ciel. Mason exhala alors que son bouclier le dévia à la dernière seconde. César lui a saisi le poignet et nous avons dû partir, donc je ne me plaindrai plus jamais des tempêtes de neige. Mais n'a pas contesté le pré-détresse avec eux. Dans l'espace lointain, un phare brillait, transmettant un signal clair de Spit. Vous allez le regretter, grogna Voss, et puis le ciel s'ouvrit, révélant un deuxième vaisseau d'argent lisse qui n'était pas celui de Voss. Je suppose que ce sont les gens sympas parce que Mason a cligné des yeux. Césari soupira, alors espérons pas humains, mais indéniablement de leur côté, la voix de Césari crépitait à travers les communications. Voss recula, son visage impassible, et dit, ce n'est pas fini. Puis, sans dire un mot de plus, il disparut dans un tourbillon d'énergie. Oui, ce n'est jamais bon signe, dit Mason. Tu m'as sauvé, dit Césari en se tournant vers lui, ses yeux s'adoucissant. Mason sourit de manière inégale, disant, eh bien, qu'est-ce qu'un autre mauvais choix? Elle hésita avant de tendre la main de manière imprudente et de lui serrer la main. Mason cligna des yeux à ce que Césari disait, et sa respiration se coupa. Viens avec moi, murmura-t-elle. Mason regarda le vaisseau B, attendant qu'elle arrive, puis il se retourna vers la vie qu'il laissait derrière lui. Il sourit, ouais, d'accord, voyons ce qu'il y a là-bas, et ils disparurent dans les étoiles. Yar soutint son regard.